Compose, épisode 80. Il se trouve que j'étais employé à ce moment-là et que ça correspondait bien à mon besoin d'avoir une forme de stabilité financière. Mais assez vite, dès que j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé très vite à vouloir toucher à tout et à maîtriser une large gamme de compétences. Dans le but de pouvoir... Parce qu'en fait, fondamentalement, moi, j'adore apprendre. J'adore étudier. C'est ce que je fais toute la journée. Et c'est quelque chose qui me nourrit énormément, le fait d'apprendre. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu prendre de plus en plus en charge de choses à la machine. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou table ronde, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Romain Bonnen, ingénieur du son, fondateur d'Empower Culture, formateur et consultant IA. Ensemble, on a abordé plein de sujets. On a parlé de sa découverte du son, de son intérêt pour la cognition musicale, du fait qu'il adore apprendre, de la culture comme vecteur de rassemblement, de la mutualisation de l'emploi, de l'intelligence artificielle générative, de l'importance de l'humain, d'Empower, qui est un laboratoire d'innovation pour l'emploi culturel, de son besoin d'être dehors et de marcher, d'intelligence collective, de l'IA au service de l'humain, d'équilibre, d'indépendance. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose sur Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Romain d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Salut Julie. Tu es donc le fondateur de Empower, tu es aussi ingénieur du son. Justement, on va parler de tout ça aujourd'hui et j'aimerais qu'on vienne d'abord au tout début. Comment est né en fait ton intérêt pour le secteur de la musique ? Comment est né mon intérêt pour le secteur de la musique ? Je pense qu'il a émergé d'abord parce que à l'adolescence, je suis devenu un grand mélomane. J'ai commencé en tant que bassiste, avec un petit groupe avec mes meilleurs amis. Et comme on était tous dans cette mouvance, on écoutait tous beaucoup de rock en général, en tout cas au début de l'adolescence. Donc je me suis vraiment pris de passion pour la musique à cet âge-là. Et puis assez vite, vers 16 ans, j'ai commencé à développer un intérêt pour bien au-delà du rock. Et donc j'ai commencé à écouter beaucoup de jazz, beaucoup de hip-hop, surtout américain. Beaucoup de musique électronique aussi. Et je me suis rendu compte assez vite que c'était pas mon truc nécessairement d'être instrumentiste. Et donc je me suis beaucoup posé de questions sur comment est-ce que je pouvais développer une profession autour de la musique qui allait vraiment me convenir. Et puis j'ai découvert le son entre 16 et 18, j'avais fait déjà beaucoup d'expérimentation avec ça. Et puis à 18 ans, quand j'ai commencé mes études, je me suis complètement pris de passion pour le sujet, et en particulier pour le mixage et le mastering. Ça, c'est mes deux spécialités. Donc ce que je préfère faire autour de la musique. Donc qu'est-ce qui te passionne là-dedans ? Qu'est-ce qui me passionne là-dedans ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps. Je pense que ce qui me passionne, c'est en particulier autour du mixage, c'est de penser en termes de système. Et donc de pouvoir faire interagir différents éléments ensemble pour éviter qu'ils se marchent dessus et que chacun puisse avoir sa place et exprimer ce qu'il a à exprimer. Ça, c'est fondamentalement pour moi ce qu'est le mixage. Et c'est une pensée que je me rends compte que j'applique partout autour de moi, bien au-delà du mixage, de pouvoir faire de mon mieux pour que chacun des éléments d'un système puisse
shine le plus possible, d'être à sa juste valeur. Trop chouette. Et aujourd'hui, c'est encore vraiment dans le secteur de la musique que tu fais ce travail de mixage ou mastering, ou tu travailles aussi dans la vidéo, etc., enfin dans d'autres domaines? Moi, c'est d'abord la musique. L'intérêt, c'est d'abord la musique. Alors, ça m'est arrivé souvent de travailler notamment pour des podcasts. Ouais. Mais mon amour premier, c'est la musique. Ouais. Trop bien. Et tes études, du coup, c'était quoi? Tu as étudié quoi? Alors, j'ai eu un parcours académique un peu singulier, dans le sens où j'ai commencé par un bachelor en son à la SAE à Bruxelles. Donc ça, c'était pendant 3 ans. Et puis, au cours de ce bachelor-là, je me suis beaucoup pris de passion pour la question de la cognition musicale. Et donc, essayer de comprendre un peu comment le cerveau humain perçoit et interprète les signaux musicaux. Et comment, en gros, on fait sens de la musique. Et c'est toute la question du lien entre la pensée, la cognition et les émotions. Donc je suis beaucoup intéressé à la manière dont on lit la musique et la manière dont elle nous touche. Si bien que au terme du bachelor en ingénieur du son, je me suis dit, moi, j'ai développé plein de théories, parce que je passe beaucoup de temps comment dire, d'une certaine manière en métacognition, où j'observe ma propre pensée à l'œuvre. Et donc j'ai développé plein de théories sur comment est-ce qu'on perçoit la musique, comment est-ce qu'elle nous influence, comment est-ce qu'elle nous touche. Mais à ce moment-là, je sentais qu'il me manquait les clés pour rentrer dans ce sujet de façon plus complète. Et donc à ce moment-là, je me suis lancé dans un bachelor en psychologie à l'ULB. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans après le son. En parallèle, je démarrais ma carrière d'ingénieur du son, donc j'ai fait ça un peu en parallèle. Et puis quand le Covid est arrivé, j'ai perdu le job que j'avais à ce moment-là et je me suis lancé dans un master en management à Solvay Business School à la VUB, justement dans le but d'aller chercher des compétences de gestion qui, je pense, nous manquent parfois dans le secteur de la culture en général. Parce que j'étais très intéressé par la manière dont on pilote des organisations culturelles. Ouais. Ça faisait suite à l'expérience professionnelle que j'avais eue à ce moment-là. Justement, on va y revenir à cette expérience professionnelle. Donc, c'était à la Machine, à Bruxelles. Voilà, tu peux expliquer un peu, c'était quoi ton job là-bas? Ouais. Alors, donc moi, j'ai commencé là comme ingénieur du son. Ouais. Parce qu'il y avait 2 à 3 concerts par semaine. Et donc, à ce moment-là, je travaillais au sein d'un collectif, je travaillais avec un groupe. Ce groupe avait été booké à la Machine. Et donc, j'étais allé faire le son du groupe là-bas. Et puis, assez vite, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire tous les concerts du lieu. Et je me suis assez vite rendu compte que j'aimais beaucoup faire les choses à petite échelle. Et je me suis dit, voilà, c'était mon premier job. Je me suis dit que en fait, j'avais de l'intérêt pour apprendre à piloter un petit lieu de concert. Ouais. Et donc j'ai commencé au son, et puis assez vite j'ai repris la programmation, la communication, la gestion des stocks. Et puis après ça, j'ai repris une bonne partie de la gestion d'équipe, la gestion financière. Et donc en fait, je faisais beaucoup de choses sur place, sauf servir des boissons. Mais vraiment, l'ambition à ce moment-là, c'était d'apprendre à piloter un lieu à petite échelle, d'être capable de faire tous les jobs. Et d'essayer de vraiment comprendre comment tourne un lieu culturel. Et c'était une manière de fonctionner qui était un peu particulière, dans le sens où il y avait 0 subside, et on faisait 170 events par an. Wow.
Donc tout ce qui est programmation, communication, production, et en plus de faire tourner le bar 7 jours sur 7. Voilà, donc c'était une expérience hyper formatrice pour moi comme premier job. Ouais. Ouais, ça te plaisait d'être vraiment multicasquette. Enfin, la fibre entrepreneuriale, en fait, elle était déjà là à ce moment-là, même si t'étais employé. Ouais, clairement. En fait, il se trouve que j'étais employé à ce moment-là et que ça correspondait bien à mon besoin d'avoir une forme de stabilité financière, mais assez vite, dès que j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé très vite à vouloir toucher à tout et à maîtriser une large gamme de compétences. Ouais, dans le but de pouvoir... Parce qu'en fait, fondamentalement, moi, j'adore apprendre. J'adore étudier. C'est ce que je fais toute la journée. Et c'est quelque chose qui me nourrit énormément, le fait d'apprendre. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu prendre de plus en plus en charge de choses à la machine. Comment tu expliques ce besoin, justement, de vouloir toujours... d'avoir besoin d'apprendre ? Wow, bonne question. En fait, je pense que j'ai toujours besoin d'être challengé. Ouais. Et j'ai toujours besoin de faire évoluer ma vision du monde. Et j'ai toujours besoin de... J'aime pas être trop confortable, trop longtemps. Ça, c'est vraiment... Quand je suis trop confortable trop longtemps, y a quelque chose qui me déprime, ça va pas. J'ai toujours besoin d'être en mouvement. Et le fait d'apprendre, ça me nourrit au quotidien. Et voilà, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Ouais. Et donc, quand ce job se termine avec le Covid, tu reprends des études de management. Là, t'avais quelle optique, en fait ? Tu faisais ça dans quel but ? Ouais. On était en plein Covid. Ouais. Et on savait jusqu'alors que dans le secteur de la culture, on avait des emplois qui n'étaient pas très stables, pas toujours dans de très bonnes conditions. On le savait, mais on le faisait fonctionner d'une certaine manière. Quand le Covid est arrivé, toute cette situation a mis en lumière ces problématiques systémiques de façon hyper claire. On ne pouvait plus y échapper. Il y a plein de gens qui ont galéré énormément pendant cette période-là. J'en ai fait partie. Et donc l'objectif en démarrant ce master, et en particulier en réalisant un travail de mémoire dans ce cadre-là, l'objectif c'était vraiment d'aller chercher des compétences pour pouvoir repenser nos modes de fonctionnement sans nécessairement réinventer la roue. Et donc je me suis dit, bon, en fait, il y a le monde de l'entreprise qui a développé toute une série de solutions à plein de problèmes. Moi, je voulais en savoir plus sur ces manières de faire et de pouvoir importer dans le secteur de la culture, qui a des modes de fonctionnement hyper singuliers. Mais je voulais pouvoir tirer certaines choses de là pour pouvoir repenser nos modes de fonctionnement dans la culture, en particulier autour de la stabilité de l'emploi. Essayer de déprécariser les trajectoires professionnelles des travailleuses et travailleurs dans la culture. C'est compliqué d'amener un peu cette vision justement business dans la culture parce qu'on a souvent tendance à un peu dissocier les deux. Ça a été compliqué de vraiment amener cet aspect-là ? Je ne sais pas si ça a été compliqué. Pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été un peu de l'ordre de l'évidence. Parce que moi, quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est la culture indépendante. Pour qu'on ait une culture indépendante, il faut qu'on ait une culture qui soit résiliente. Et une culture résiliente, c'est une culture qui ne s'appuie pas sur une seule source de revenus. Je pense qu'on a eu tendance dans la culture à se complaire un peu dans le fait d'avoir une seule source de financement. Je pense que le contexte politique et économique actuel nous pousse à innover et à de plus en plus éventuellement développer des services ou développer des manières de générer nos propres revenus. Alors c'est pas possible pour tous les acteurs culturels, mais je pense que c'est une
une manière saine de concevoir l'indépendance dans une optique d'entrepreneuriat et aussi de passer par, je dis pas uniquement, mais de passer aussi par une forme de marché et de dire, je propose un service, le service est intéressant pour la communauté, donc la communauté par-ci par-là nous engage pour mettre en œuvre ce service. Pourquoi c'est si important pour toi, justement, la culture ? Je pense que c'est un vecteur. Alors, quand on conçoit la culture plus largement que simplement le secteur culturel, qui est le secteur culturel, c'est vraiment la culture professionnelle d'une certaine manière. Mais j'aime bien concevoir les choses de façon plus large. Tout est culture d'une certaine manière. Il se trouve que dans le secteur culturel, c'est un vrai vecteur de rassemblement. Comment est-ce que on peut permettre de relier des groupes, en fait surtout dans un pays, dans une capitale comme Bruxelles qui est hyper cosmopolite. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des solutions pour relier les groupes sociaux entre eux, relier des humains entre eux, et de pouvoir tisser du lien et pouvoir reconnaître sa propre humanité dans le travail d'autres personnes. Ça m'a l'air important pour le vivre ensemble. Et pour moi, la culture, c'est vraiment d'abord un vecteur de ça. Et justement, du coup, pour travailler à la subsistance, je ne sais pas comment on le dit, de ce secteur culturel, c'est vraiment en sortant de tes études, tu as eu l'idée d'Empowork ? Comment ça s'est passé ? Alors, dans le cadre du master, donc j'ai réalisé un mémoire pendant 2 ans que j'ai interrogé des centaines de personnes autour d'un sujet qui me tenait et qui me tient toujours très à cœur. C'est la question de la mutualisation de l'emploi. On part d'un constat, c'est que dans le secteur culturel, dans le secteur associatif en général, il y a énormément de missions à temps partiel et à durée déterminée. Et donc l'idée, c'était de pouvoir dire, attends, puisque cette situation entretient une précarité de l'emploi, non seulement pour les travailleuses et travailleurs, mais aussi pour les organisations, en particulier les petites organisations, et que toutes ces organisations ont la plupart du temps des besoins en emploi qui sont similaires, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place une structure qui engage du personnel en contrat de travail en CDI, donc en contrat de travail en bonne et due forme, et que ces travailleuses et travailleurs sont ensuite, entre guillemets, partagés entre différentes organisations culturelles. Et donc ça, c'est la question de la mutualisation de l'emploi autour d'un véhicule qui s'appelle les groupements d'employeurs. Donc tout mon mémoire a touché à ça, donc a étudié la possibilité de mettre en place ces groupements d'employeurs pour 4 petits festivals de musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et quand j'ai terminé ce mémoire, je me suis dit, en fait, il y a un potentiel fou derrière ces idées-là. Je comprends pas pourquoi on l'a pas encore, on n'a pas encore été capable de le mettre en œuvre. Donc allons-y, tentons de développer ça. Et c'est comme ça qu'est née Empower Culture, donc à la suite du mémoire. Et par la force des choses, donc on a commencé avec Empower, on a eu la chance d'avoir un financement Innoviris pour pouvoir pousser la recherche beaucoup plus loin. Donc le mémoire étudiait 4 organisations culturelles, donc spécifiquement de festivals de musique. Grâce au financement Innoviris, on a pu faire une grande recherche de terrain sur une trentaine d'organisations, mais pouvoir analyser aussi les choses par métier, en particulier la communication, la production, l'administration et les finances et la gestion de projets en général, et par statut d'emploi. Donc l'objectif avec cette recherche qui était un peu fondatrice pour Empowork, ça a été de quadriller le secteur et donc de faire un mapping des enjeux que les travailleuses et les travailleurs rencontrent au quotidien. Et je pense que ça, c'est important d'essayer d'avoir une représentation la plus claire possible de nos propres modes de fonctionnement, parce que je pense que c'est en ayant ce mapping en tête qu'on peut concevoir des solutions à l'échelle des systèmes.
Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris, c'est en particulier ces 2 dernières années, c'est que à la base, j'ai voulu mettre en œuvre ces groupements d'employeurs d'une certaine manière à tout prix. Et puis, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure des apprentissages, que c'est peut-être pas toujours nécessairement la bonne solution. Parfois oui, mais parfois non. Parce que pour le mettre en œuvre convenablement, ça nécessite d'avoir une certaine échelle. Il faut rassembler un certain nombre d'organisations, se mettre d'accord sur un certain nombre de points importants. Tout ça, ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, ça a toujours été aussi dans ma pensée et dans une pensée fondatrice d'Empowerk de pouvoir repenser les processus de travail. Donc, pas seulement la structure de l'emploi via la mutualisation, mais aussi la manière dont on fait le travail, ce qu'on fait et comment on le fait. Voilà, en 2 mots. Mais c'est vraiment un travail d'envergure, ça ne te faisait pas peur de devoir vraiment, de repenser tout un système ? Alors oui, c'est un travail d'envergure, mais j'essaie toujours d'avoir une position d'humilité par rapport à ça, dans le sens où le but du jeu, bien sûr, c'est de faire évoluer les choses, mais c'est pas de prétendre que on a la solution à tout. Oui. Ouais. Moi, en général, je valorise des initiatives qui veulent apporter une solution. Ouais. Qui ne prétendent pas détenir la vérité. On ne prétend pas détenir la vérité. On dit, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut faire mieux. Explorons les manières de faire. Et c'est vraiment ce qui est au cœur d'Empowerk, parce que Empowerk se définit comme un laboratoire d'innovation pour repenser le travail dans la culture à l'ère de l'IA. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est important pour nous. Ouais. Oui, justement, cette partie IA, tu l'as vraiment ajoutée au fur et à mesure parce que l'IA a pris de plus en plus de place, justement. Alors, donc au cœur du mémoire et des premiers mois d'Empowerk, l'IA n'était pas encore, l'IA générative n'avait pas encore commencé à déferler de la manière dont elle déferle aujourd'hui. Parce qu'on est en quelle année, du coup, à ce moment-là ? Là, on est fin 2022, juste au moment où ChatGPT commence à débarquer. Ça faisait déjà un moment que j'avais en tête la nécessité de repenser les processus de travail. Parce que c'était ancré dans l'idée des groupements d'employeurs, c'est-à-dire que si on va commencer à mutualiser l'emploi entre organisations culturelles, et donc engager des personnes qui vont travailler pour organisations A, B et C, pour que ça se passe bien, et éviter, ça c'est au cœur du projet, pour éviter que ce soit encore et toujours les travailleuses et travailleurs qui doivent dealer avec parfois le manque d'organisation des organisations elles-mêmes. C'était l'idée de dire, mais en fait, pour la personne qui va travailler dans l'organisation A, B et C, il faudrait que l'organisation A, B et C ait des processus administratifs qui soient similaires. Pour éviter qu'on ait à chaque fois à réinventer la roue et à s'adapter complètement à des manières de faire complètement différentes. Donc il y avait déjà cette réflexion à ce moment-là. Cette idée d'homogénéiser certains processus au service de la singularité des organisations. Et puis l'IA générative a commencé à débarquer, et puis je me suis dit, en fait ça peut être une super manière de prendre les choses dans cet objectif-là. Et puis assez vite, c'était assez clair qu'il y avait plein d'opportunités, mais qu'il y avait plein de risques aussi. Justement pour la singularité des organisations. Et donc ça a été très important pour moi de se saisir du sujet. Donc je me suis carrément pris de passion pour le sujet. Et donc depuis 3 ans là, tous les jours, je mène une veille quotidienne sur ces enjeux, et pour pouvoir développer une vision de comment on peut s'en saisir au service de nos missions culturelles et au service de l'humain.
plutôt que faire de l'IA pour de l'IA, faire ce qu'on appelle du slop aujourd'hui, ça fait partie des mots clés de 2025. Tu peux expliquer ce mot pour les gens qui connaissent pas justement? Le slop, d'une certaine manière, c'est du contenu créé avec de l'IA, mais sans réflexion derrière. Et donc, c'est vraiment une forme de génération automatique de contenu, sans qu'il y ait un véritable input humain en amont sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, qu'est-ce que je cherche à transmettre. Et donc, le slop, c'est ça. Et moi, ça me c'est quelque chose d'assez de très moche en général. Je suis un peu triste que ce soit la première image qu'on ait de l'IA aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut en faire des choses beaucoup mieux que ça, tant qu'on garde l'humain au cœur du processus et que l'humain vient prendre toute sa place de décision. Pour moi, on peut faire des choses complètement inédites avec l'IA, pour peu qu'on soit au centre du processus de décision et du processus de réflexion, et qu'on travaille de concert avec l'IA et avec d'autres humains pour concevoir des choses qu'on n'était pas capable nécessairement de faire jusqu'à présent, faute de temps, faute de moyens, faute d'énergie. Donc je trouve que souvent ça nous permet d'explorer un champ des possibles beaucoup plus large, et donc souvent de prendre de meilleures décisions, des décisions, ou prendre des partis qui sont plus adéquats parfois. On entend beaucoup de discours un peu alarmistes, dans le sens où l'IA va faire disparaître plein de métiers. Pour toi, justement, il y a l'opportunité qu'elle en crée aussi. Et puis, en fait, toi, tu vois vraiment l'IA comme un outil qui vient à notre service? Il faut se battre pour. Ouais. Je pense que... Et c'est pour ça que j'encourage le secteur culturel, donc parce qu'en fait je l'ai pas encore dit, mais donc dans les services qu'Empowerwork développe, on fait de la formation en IA. Donc on accompagne les organisations pour se saisir de ces technologies au service de l'humain, au service de leur mission culturelle. Comment c'est pris ça? Comment c'est pris quand vous annoncez que l'IA peut entrer justement dans les métiers culturels? Alors, à juste titre, il y a souvent une certaine méfiance dans le secteur culturel. Je pense que c'est dû à pas mal de facteurs. Mais globalement, je pense que les gens ont compris que ça ne servait à rien de faire l'autruche et de se mettre la tête dans le sable et dire que ce truc n'existe pas. Je pense que c'est lancé avec tellement de force et de vigueur, cette vague de l'IA, que on va pas avoir le choix d'en faire quelque chose. Et pour moi, en faire quelque chose, s'en saisir, ça nécessite une démarche active. Et donc de se creuser la tête sur comment est-ce qu'on va intégrer ces outils. C'est pas est-ce qu'on va intégrer ces outils, c'est comment on va intégrer ces outils pour garder l'humain au centre. Et donc je pense que il y a toujours ou souvent une part de méfiance, mais quand on comprend un peu mieux les enjeux et quand on met les mains dedans, dans le cambouis, quand on pratique, quand on essaye des choses avec l'IA, je pense que les gens comprennent assez vite que c'est une démarche qui a du sens, démarche active, de se saisir du sujet, pour saisir les opportunités, mais aussi pour réduire toute une série de risques associés qu'on ne peut pas réduire si on ne se saisit pas du sujet. Oui, donc tu le disais, parce que je t'ai coupé, désolée. Dans Empowerwork, vous donnez des formations. Qu'est-ce que vous apprenez? Comment vous apportez ça dans le secteur culturel? Alors, toutes les formations débutent toujours par d'abord une approche macro. Donc, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On vit un tournant dans l'histoire de l'humanité, je pense.
Et je pense que c'est important de comprendre d'où ça vient. Donc, on trace d'abord un historique de, grosso modo, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? En particulier, ces 3 dernières années, qu'est-ce qui a évolué si vite? Parce que là, on est dans un moment d'accélération. Je pense que clairement ça va trop vite, hein. Mais on est dans ce moment d'accélération. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et je pense que c'est très important d'essayer de tracer la trajectoire de développement. Et donc parce que tout le monde, je pense, a compris aujourd'hui que ça va vite, mais peu de gens ont compris la direction du vent. Où est-ce que ça va? Et je pense que ça a du sens. Il y a une certaine valeur à essayer de se représenter le plus clairement possible d'une certaine manière ce qui nous attend, dans le but de pouvoir s'y préparer et de pouvoir encore une fois s'en saisir, parce que j'aime bien ce terme de s'en saisir, parce que c'est une démarche active de savoir ce qu'on va en faire, parce que, et donc je pense qu'on va devoir faire évoluer nos manières de fonctionner pour bénéficier des opportunités et aussi réduire les risques. Mais ça me semble assez clair que la plupart de nos métiers va évoluer. Et je pense que puisque les choses vont évoluer, ça a d'autant plus de sens d'avoir une démarche active, d'apprendre à s'en saisir, d'expérimenter. Et donc ça, c'est vraiment le cœur des formations qu'on propose aussi. C'est une approche qui est vraiment ancré à la fois sur, bien sûr, la théorie, donc essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais aussi sur la pratique. Donc d'apprendre à créer ses propres assistants, apprendre à créer ses propres agents, et de pouvoir, dans le but de pouvoir choisir ce qu'on délègue ou ce qu'on ne délègue pas. Et ça, c'est différent pour chacune. Nous, on prétend pas avoir détenir la vérité par rapport à ça. Nous, on dit, je pense que c'est bien d'expérimenter, de tester des choses et que chacun se fasse son propre avis sur ces pratiques. Et du coup, ça s'adresse à qui? À tout type d'organisation culturelle et aussi aux personnes qui travaillent dans ce secteur? Ouais, alors, donc, moi, je suis indépendant. Il se trouve que j'ai fondé Empowerk et que Empowerk traite ces sujets-là pour le secteur culturel spécifiquement. Et donc, dans le cadre du secteur culturel, c'est des organisations qui nous engagent. Donc, je donne ces formations à des équipes. Ça, c'est dans le cadre d'Empowerk pour le secteur culturel. Et puis, en tant qu'indépendant, je fais la même chose pour des organisations au-delà du secteur culturel, parce que ça me permet d'apprendre énormément de choses sur les modes de fonctionnement d'autres organisations en dehors du secteur culturel, qui a le secteur culturel a des manières de fonctionner qui sont encore une fois très singulières, et ça me plaît beaucoup ces derniers mois de pouvoir expérimenter d'autres organisations et de pouvoir comprendre, de pouvoir encore mieux prendre la mesure de ce qui distingue le secteur culturel du reste et de ce qui est en fait assez similaire dans d'autres organisations ou dans d'autres secteurs par rapport au secteur culturel. Oui, et toi, en tant qu'ingénieur du son, justement, est-ce que tu as des craintes par rapport à l'IA? Et dans un autre sens, est-ce que tu utilises l'IA dans ton métier aujourd'hui déjà, d'ingénieur du son vraiment? Alors, en tant qu'ingénieur du son, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, en ce qui concerne l'IA, je m'intéresse surtout à la partie des processus administratifs ou entre guillemets du travail de bureau. Donc tout ce qui touche à l'administration, les finances, la production, la gestion de projet en général. C'est là que je passe le plus clair de mon temps à essayer de réinventer des manières de travailler avec l'IA pour récupérer du temps, pour mieux penser ce qu'on fait et comment on le fait. En ce qui concerne ma pratique d'ingénieur du son, alors je pense que on va évidemment pas faire exception. Nos métiers vont évoluer, ça fait aucun doute. À titre personnel, j'utilise pas d'IA générative dans mon métier, ou pas encore. Mais je pense pas que ce soit les outils les plus adaptés à cette pratique du mixage et du mastering.
Par contre, il y a d'autres algorithmes d'intelligence artificielle qui sont un peu partout dans les plugins qu'on utilise. Ça, oui. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que le plus important, ça va être que tout le monde, à son rythme, se forme à ces nouveaux enjeux, dans le but de pouvoir choisir ce qu'on délègue ou pas. Et ça, encore une fois, ça va être un choix qui va être très propre à chacun, chacune. Et nos pratiques vont évoluer en fonction. Tu dis à son rythme, mais c'est compliqué étant donné que, tu le disais, tu fais de la veille technologique en fait tous les jours. Les formes d'IA évoluent très très vite et voilà, de façon vraiment exponentielle. Comment on fait justement pour que chacun aille à son rythme, mais qu'en même temps, on suive l'évolution technologique ? Ouais. C'est une très bonne question. Moi, ça fait partie de mes craintes. Je commence toujours les formations en disant que de façon très transparente, au contact de ces nouvelles technologies, moi je ressens au moins autant d'anxiété que d'excitation. Ouais. Et je pense que c'est important de le reconnaître. Est-ce que tu peux juste me rappeler la question que j'ai je disais, oui, comment tu fais pour que chacun aille à son rythme, mais en même temps suive l'évolution. Oui. Donc ça fait partie des choses qui m'inquiètent un petit peu, c'est l'emballement de l'accélération technologique et la lenteur intrinsèque à l'adaptation des systèmes humains. Dont les organisations culturelles, mais toutes les organisations en général. Donc ça va prendre beaucoup de temps à l'échelle individuelle et à l'échelle des équipes et des systèmes organisationnels qu'on apprenne à développer des pratiques intéressantes autour de tout ça. Mais moi, c'est cette différenciation de plus en plus importante entre le rythme technologique et la capacité des humains à s'adapter à ces systèmes. Et donc, puisque je pense que c'est normal que ces technologies suscitent une forme de méfiance, mais d'anxiété aussi, je recommande d'aller à son rythme, de pas flipper et de dire « Ah, attention c'est trop dangereux, etc. » Donc de prendre conscience des émotions que ça génère et que ça puisse permettre de se mettre en mouvement. Ça, je pense que c'est le plus important, se mettre en mouvement. Tu parlais de on dans les formations, etc. C'est une ASBL, Empower Culture. Qui fait partie de cette ASBL avec toi ? Alors, donc on est 5 au conseil d'administration. Il y a Sarah Boitous qui gère Civias, qui est une plateforme qui veille à la représentation des genres dans le secteur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a Pamela Malimpré, qui est bookeuse, manageuse, en particulier dans le secteur du jazz. Il y a Alex Stevens, qui fait plein de choses différentes, qui fait beaucoup de programmation, et qui est programmateur et programmeur, donc il a une vraie connaissance de monter des systèmes informatiques au service du secteur culturel. Et Pablo Fleury, qui est programmateur au salon Assili. Et donc c'est une équipe qui est d'abord représentative du secteur musical, et puis cette année on a beaucoup travaillé avec Cassandre Pamfer et Caroline Bertolini, qui ont été employées toutes les deux dans Empowerk. Et les choses ont évolué pas mal cette année. Donc avec Caroline et Cassandre, au quotidien, on a travaillé énormément de choses sur l'approche par rapport à la mutualisation, mais en particulier l'approche par rapport à l'IA, le fait de développer une offre de service qui puisse être la plus cohérente possible pour le secteur culturel. Elles ont énormément aidé là-dessus.
Et puis aujourd'hui, le temps que les activités se lancent, l'ASBL n'avait plus les moyens, si tu veux, de pouvoir garder Caroline et Cassandre sous contrat. Et donc ça a été aussi une année difficile où on s'est beaucoup cherché, où je me suis beaucoup cherché aussi, pour se rendre compte aussi que moi j'ai toujours pensé que la trajectoire pour Empower, que ma trajectoire c'était de devenir employeur, de faire grandir une équipe, et que nécessairement c'était la trajectoire toute tracée. Et puis ça fait partie des choses que j'ai appris cette année, que pour pouvoir faire tout ce travail de recherche, en particulier autour de l'intelligence artificielle, puisque tout va très vite, j'ai besoin d'avoir énormément de... j'ai besoin d'avoir les coudées franches, pour pouvoir passer le temps que j'ai à passer à faire de la recherche, à expérimenter des choses. Et cette année, j'ai pas toujours trouvé la bonne balance. J'ai pas trouvé comment faire pour à la fois gérer une équipe et avoir cette pratique de recherche. Et donc de gérer une équipe en tant qu'employeur. Et donc ça fait partie des apprentissages de cette année que je me suis dit, mais en fait, je me sens plus aligné avec moi quand je suis seul, parce que en fait, je me rends compte que décidément, je suis un indépendant dans l'âme. Et que voilà, je pense que ça fait partie des choses importantes dans la vie, c'est de s'assumer avec ses qualités et parfois avec ses défauts. Mais ici, je pense que ça fait partie de mes forces quand je suis seul et que je m'entoure de façon plus large avec d'autres indépendants. C'est là que je pense que je me sens le mieux, actuellement en tout cas. On reviendra à ce statut d'indépendant, mais avant, je voulais te demander, l'ASBL, du coup, aujourd'hui, comment vous arrivez à la faire fonctionner justement niveau finance ? Est-ce que vous avez encore des subsides ou d'autres aides, ou c'est vraiment la vente des formations qui permet de faire vivre l'ASBL ? C'est aujourd'hui, donc ça fait partie de mes petites fiertés de 2025, c'est d'avoir été capable de, ça a été dur, mais d'avoir été capable que l'ASBL se soutienne uniquement en générant ses propres recettes. Donc on n'est plus du tout, ou très peu, en fait non plus du tout, avec des subsides de façon directe. Et donc ça fait partie des grands challenges dans le contexte économique et politique actuel, de pouvoir dire bon, on prend the hard way d'une certaine manière, mais on apprend à développer une offre de service qui nous permette d'être les plus indépendants possibles. Donc je te cache pas que les 9 premiers mois de l'année, ça a été beaucoup de galères pour y parvenir. Et puis entre septembre et décembre, si tu veux, en fait, rien qu'au mois de septembre, on a rempli le carnet de commandes pour 4 à 5 mois. Très bien. Et donc, d'un coup, les activités ont pris. Je suis très content de ça. Et on a très peu communiqué autour de l'offre, ou en tout cas, très peu communiqué de façon publique. Tout ça a été uniquement du bouche à oreille. Et donc, je pense que c'est le plus important, c'est aussi le signe que les personnes, les équipes qu'on forme ont trouvé ça pertinent, elles en parlent autour d'elles, nous recommandent auprès d'autres organisations, et que voilà, que ça nous permet de pouvoir donner ces formations, ça me permet de pouvoir donner ces formations de façon beaucoup plus large et essayer de répandre ces idées, cette approche de qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc, de cette nouvelle technologie. En plus, ça doit être difficile de faire la juste balance entre on veut être accessible, surtout au secteur culturel, et il faut se rémunérer correctement et justement permettre à cette ASBL d'être pérenne. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça a fait certainement partie des erreurs que j'ai faites au début de l'ASBL, c'était de dire la voie, c'est d'office de faire grandir l'équipe le plus possible. Dans le contexte actuel, encore une fois, je pense que il faut faire preuve de pragmatisme et
en fait, je pense que c'est important d'avoir une croissance organique saine, pas essayer de chercher à faire grandir l'organisation d'un coup. Donc de développer des activités de façon saine, de faire grandir ces activités de façon saine. Et c'est que en fait, je me sens beaucoup plus aligné avec ça aujourd'hui. De cette manière-là, ouais. T'as l'impression vraiment de grandir en même temps que tes projets ? Ouais, de ouf. Mais enfin, il y a rien à faire, ça c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et là, je reviens à mon besoin d'apprendre au quotidien. En fait, cette activité me permet de faire ça, d'être au contact d'humains, de comprendre les choses, leurs facilités, de comprendre leurs galères aussi, de pouvoir essayer d'y répondre. Et de faire un pont, si tu veux, entre la technologie et les besoins du terrain. Ça, c'est vraiment le cœur des activités de cette ASBL. C'est de pouvoir faire un pont entre les deux, mais pour pouvoir faire ce pont de façon crédible, il faut mener une veille quotidienne. Oui. Tellement ça évolue vite. Justement, comment tu organises ton temps aujourd'hui entre tes activités d'ingénieur du son, cette veille, enfin, le besoin d'apprendre, la ASBL, comment tu organises ton temps ? Alors, je continue ma pratique d'ingénieur du son, mais clairement, elle tend à se réduire et les activités de formation et de développement d'EmpoWork prennent de plus en plus de la place. En fait, par exemple, je marche beaucoup. J'ai besoin d'être dehors, de marcher, et je fais une grosse partie de ma veille informationnelle en marchant. Donc j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde des vidéos d'un œil en marchant. Donc ça, tous les soirs d'office, je fais en général 1 à 2 heures de marche. Et c'est parce que ça m'aide à réfléchir, à comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis, donc là, ces derniers mois, c'est en moyenne 3 formations par semaine. Quand tu dis formation, oui, c'est une journée, c'est ça ? 3 journées de formation. Je pense que c'est un rythme qui va en tout cas, qui est parti pour être similaire en 2026. Et le reste du temps, c'est apprendre à développer des systèmes qui puissent me permettre de gérer tous les aspects administratifs, de plus en plus de gérer tous les aspects de communication, parce que ça fait partie des difficultés qu'on a eues en 2025, c'est sur la communication. Donc en 2026, j'aimerais bien qu'on puisse de plus en plus communiquer sur toutes les choses qu'on a apprises ces 3 dernières années au contact de ces centaines de personnes. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et qu'on va faire en 2026. Mais donc, pour revenir à ta question sur la manière d'organiser le temps, j'ai pas 2 semaines qui sont les mêmes. Ça va changer tout le temps. Et c'est ça la force d'être indépendant aussi, c'est de pouvoir décider moi-même de quand est-ce que je prends le temps de faire quoi, y compris pour la veille. Par exemple, en ce moment, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, notamment autour des agents d'IA. Il y a un truc qui s'appelle Claude Code. Donc il y a plein d'alternatives sur toutes les plateformes, mais donc c'est des agents de codage. Et je réalise que en ce moment, en tout cas, ça fait 6 mois que je comprends que de plus en plus, il faut maîtriser du codage pour pouvoir développer des systèmes d'IA qui sont les plus efficaces possibles et les plus alignés possibles avec ce que cherchent à faire les humains. Et donc voilà, ça fait 6 mois que je me lance dans l'exploration de ces agents de codage qui permettent de faire plein de choses au-delà du codage aussi. Et donc ça, en ce moment, ça me prend énormément de temps, mais c'est du temps qui, je pense, est bien investi parce que ça va passer par là. Et pour pouvoir le retransmettre à d'autres organisations et à d'autres équipes, à d'autres humains, il faut que je passe le temps
je passe le temps nécessaire dessus, à essayer de comprendre, à essayer de savoir ce qu'on peut en faire. Justement, cette transmission, ce partage de connaissances, ça te nourrit autant que quand tu apprends des nouvelles choses toi-même ? Alors différemment, mais ça a fait partie des choses que j'ai apprises en 2024 et 2025. C'est que auparavant, j'avais jamais vraiment donné de formation. Et puis j'ai appris à développer cette activité-là et je prends énormément de plaisir à ça aujourd'hui. Ça fait partie des grandes surprises. Et c'est aussi pour ça que je me dirige de plus en plus vers ces formations. Parce que je prends beaucoup de plaisir à transmettre et à voir dans les yeux des gens quand quelque chose commence à cliquer. Dire « Ah, je l'avais pas vu comme ça. Mais maintenant, ça me pousse à y réfléchir sous un nouveau jour. » Ça, c'est quelque chose où je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et ça fait partie des joies du fait d'être indépendant, c'est de pouvoir suivre, follow the bliss, et donc de suivre un peu ce qui nous anime à ce moment-là. Et du coup, comme tu ne pensais pas à la base donner des formations, les premières fois que tu l'as donné, est-ce que tu ressentais un syndrome de l'imposteur ? Est-ce que tu te sentais légitime d'être là et de donner formation ? En fait, ça s'est fait plus au début par nécessité, parce que je me suis dit waouh, tout ça va extrêmement vite. Je connais personne autour de moi qui s'intéresse à ces sujets-là de façon approfondie. Mais par contre, c'est hyper important que le secteur apprenne à s'en saisir. Et donc, moi, au début, ça a été vraiment une manière de pouvoir communiquer des choses que j'apprenais. Et parce que je voyais qu'il y avait très peu de ressources autour de nous. Et donc, ça s'est fait vraiment par expérimentation. Alors oui, clairement, au début, tu te sens un peu illégitime dans le sens où tu dis, c'est la première fois que je fais quelque chose. Donc forcément, tu as plein de doutes. Mais moi, ces situations-là, j'essaye de les aborder d'une certaine manière avec humilité et de dire, je suis certainement pas là pour vous apprendre la vie, quoi. Je suis là juste pour vous transmettre les choses que j'ai apprises et de vous donner éventuellement des clés pour que vous puissiez vous en saisir. Je suis pas là pour imposer des manières de voir les choses. C'est juste donner des clés et laisser toute la liberté à autrui de d'accord ou pas d'accord. Comment tu vois un peu l'évolution de ton métier ? Comment est-ce que je vois l'évolution de mon métier ? D'une certaine manière, de mes métiers. Quelque chose que j'ai compris ces 10 dernières années à mon sujet, c'est que les choses sont cycliques. Et que je me nourris de l'inspiration. Et donc, je dois suivre mon inspiration au quotidien pour rester motivé et continuer d'avoir faim. Et c'est aussi pour ça que quand j'apprends énormément de choses, ça me nourrit. C'est ce qui nourrit mes pratiques aussi. Je vais certainement pas abandonner ma pratique d'ingénieur du son parce que le mixage, ça reste ma passion. Donc c'est quelque chose que je veux continuer de faire. Je pense que la formation en IA va continuer de se développer dans les années à venir. C'est quelque chose que je vais avoir envie de continuer de faire clairement, parce que je pense que j'irais jusqu'à dire que je pense que j'ai une forme de responsabilité à le faire, parce que avec tout ce temps qui est investi à essayer de comprendre ce qui se passe, je pense qu'il y a une vraie nécessité à passer du temps à le transmettre. Et puis de plus en plus, je voudrais accompagner les organisations à développer des systèmes d'IA et de penser, de repenser les activités des organisations, donc pas seulement les processus de travail, mais de repenser les activités aussi du point de vue des travailleuses et travailleurs humaines, de pouvoir voir le sens qu'on met dans le travail, parce que je pense que dans le secteur culturel, on a aussi on a beaucoup de burn-out et on a du coup aussi une crise de sens, je pense, par rapport à nos métiers. Moi, ce que je voudrais contribuer à faire, c'est de pouvoir aider les organisations à récupérer du temps,
mais pas faire des gains de productivité pour faire des gains de productivité, c'est faire des gains en productivité, donc pour être plus efficace, faire une meilleure utilisation du peu de ressources qu'on a souvent à disposition, et récupérer du temps pour mieux penser ce qu'on fait et comment on le fait. Et donc de récupérer du temps pour penser la manière dont on s'outille, la manière dont on organise nos outils, parce qu'on arrive de plus en plus dans un monde où ça va être, je pense, de plus en plus facile d'exécuter ou de faire exécuter certaines choses avec l'IA. Mais ça va pas toujours être nécessairement ce qui va avoir de mieux à faire. Donc, moi, ce qui va m'intéresser de plus en plus, pour répondre à ta question, c'est de penser cette interaction entre humain et machine et de voir comment est-ce qu'on tire le meilleur parti de cette intelligence artificielle au service d'une intelligence collective. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu utopiste ou tu penses que c'est possible ? Je pense pas que ce soit utopiste, dans le sens où je pense qu'on n'a pas trop le choix. On va devoir réfléchir à ces questions-là. Qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, si on le veut pas, on fait l'autruche. Moi, c'est pas mon approche. Si je vois un problème, je préfère avoir une démarche active pour essayer de trouver des solutions. Sachant que les solutions il va y avoir un large spectre de solutions qu'on va pouvoir trouver. Il se trouve que moi, je m'intéresse énormément à l'IA au service de l'humain et à la mutualisation pour renforcer les systèmes organisationnels et des filières et un secteur culturel. Et donc, je pense qu'on va pas avoir le choix de s'intéresser à ces questions-là si on veut trouver des solutions. Tout le travail dont tu parlais au début autour du son et des émotions, cet intérêt, tu as l'impression que ça fait encore partie de ton métier aujourd'hui ? Ça continue de faire partie de... En fait, ça a été d'une certaine manière une école de pensée qui a forgé énormément de choses sur ma manière de voir les choses et de voir les systèmes humains aussi. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir développé une vision sur les systèmes humains à partir de la musique. Parce que c'est ce que je disais au début, c'est qu'un mixage, c'est gérer un système, faire cohabiter différents éléments qui ont chacun quelque chose à exprimer. Et de pouvoir donner un maximum d'impact à ce système, tout en respectant la place individuelle, le pouvoir expressif de chacun des éléments. En fait, c'est une école qui m'a appris énormément de choses, de façon abstraite dans la musique, mais quand tu appliques ça à des systèmes humains, tu peux développer, si tu veux, des insights, je pense, assez uniques. Et donc, en fait, toutes mes activités professionnelles se sont nourries les unes des autres, et je pense que ça fait partie de la richesse d'une trajectoire professionnelle. Ouais, t'as l'impression d'avoir beaucoup appris depuis que tu t'es lancé justement sur le marché de l'emploi, en fait. Ouais, j'ai pas arrêté. Et encore une fois, parce que j'aime pas du tout rester trop à l'aise avec ce que je sais faire, donc je vais toujours avoir tendance à aller au-delà. C'est toujours l'apprentissage, c'est de savoir jusqu'où au-delà on peut aller, où est-ce que ça a du sens d'aller, parce que j'ai eu tendance à parfois trop me charger la barque, et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Et donc voilà, je suis à la recherche de cet équilibre, de continuer d'apprendre, de jamais rester trop confortable, mais pas non plus de trop me charger la barque pour éventuellement la faire chavirer. Donc c'est toujours ce jeu-là. Être indépendant, ça représente quoi pour toi ? Pour moi, c'est la liberté de choisir ce qu'on fait quand on le fait. Alors bien sûr, on a des contraintes hyper importantes en étant indépendant. C'est pas une trajectoire qui est facile.
mais moi, elle me permet d'avoir vraiment les coups des franges pour faire tout ce que je veux. Et donc et d'une certaine manière, c'est un peu un sacerdoce, dans le sens où je consacre énormément de choses à ma vie professionnelle parce que je mets beaucoup de moi dedans, et tout ce que je fais, d'une certaine manière, et de près ou de loin, touche à ça. Et donc, je suis pas du tout dans cette approche de différencier fondamentalement les aspects personnels et professionnels. J'essaye de nourrir mes activités professionnelles de ma personne un maximum. Et tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, tout le temps que je passe une grosse partie du temps que je passe en dehors du travail vient nourrir ces pratiques-là aussi. Parce que mon travail, c'est ma passion, d'une certaine manière. En tout cas, j'ai transformé mes passions en profession. Et justement, tu arrives à trouver un équilibre? Enfin, tu te sens aligné dans ce mode de vie-là où justement tu ne fais pas totalement la dissociation privée-professionnelle? Ouais, à fond. Ça n'a pas toujours été simple, mais là, en tout cas, je suis dans une période qui est vraiment propice pour ça, où je me sens aligné à plein d'égards, ouais. Trop bien. T'es fier d'avoir osé te lancer? Ouais, vachement. Alors moi, je viens d'une famille d'indépendants. Donc ma mère et mon père sont tous les deux indépendants, ma sœur l'est aussi. Et donc ça a toujours été quelque chose de normal. Et j'avais pas vraiment... En étant enfant et en grandissant, je savais que mes parents étaient indépendants, mais ça m'avait pas... comme j'étais pas vraiment proche de ce que c'est que d'être salarié, j'ai réalisé que plus tard, en fait, ce que ça voulait vraiment dire. Et j'ai reçu une éducation qui m'a toujours poussé à être indépendant. Pas seulement sur le plan professionnel, mais d'être indépendant, de faire mes propres choix. Et donc, j'ai l'impression que j'ai reçu une éducation qui m'a prédestiné à ce statut professionnel-là, qui me convient énormément aujourd'hui, malgré le fait que ça a son lot de galères aussi. Hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, cette éducation t'a aussi montré que c'est possible. Ouais. Et ça fait partie des énormes cadeaux que j'ai eu la chance de recevoir. Ça fait partie des énormes privilèges que j'ai eu la chance de recevoir. C'est des parents qui ont valorisé le fait que leurs enfants tiennent sur leurs deux jambes et suivent leurs idées, suivent leurs projets, développent des manières de voir le monde et de prendre un rôle actif à essayer de trouver des solutions au service de la société. Et comme tu le disais, oui, tout n'est pas rose non plus. Ça peut être compliqué parfois d'être indépendant. Justement, toi, comment tu as réussi à surmonter les galères que tu as pu connaître? En taffant. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? En fait, ça a toujours. En fait, les plus grosses galères que j'ai pu rencontrer, c'était des galères quand j'essayais de développer des trucs et que ça prenait du temps à se développer. Mais typiquement, par exemple, au début de l'année 2025, ça a été une période difficile parce que j'avais aucune stabilité financière et que j'avais des postes de dépenses importants, que ce soit pour des employés ou pour toutes sortes de projets. Et donc, ça a été un enjeu d'essayer de réduire le coût et d'augmenter les recettes. Donc voilà, c'est continuer de croire dans ce qu'on fait malgré la difficulté, de dire il y a quelque chose d'intéressant là derrière, c'est des idées qui valent la peine de se battre pour elles, et de pas lâcher l'affaire. Je pense que ça fait partie d'une certaine manière de mes qualités, c'est de pas lâcher l'affaire, de rester concentré dans ce dans quoi je crois. Oui, en fait, c'est croire en ce que tu fais. Ouais, c'est beaucoup une question de confiance.
On arrive tout doucement à la fin de l'épisode et du coup je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait ? Ça peut être à tous les niveaux, personnel, Ouais. professionnel. Tu sais, je crois que c'est une question intéressante, surtout un 2 janvier où on a les résolutions toutes fraîches. Je pense que d'oser plus communiquer, de partager davantage les choses que j'apprends, pas seulement en personne, parce que c'est ce que je valorise le plus, le contact direct avec des humains, mais aussi de façon plus large, d'oser partager ses idées de façon plus large. Et donc, j'ai mis en place toute une série de choses pour pouvoir y parvenir en 2026. On s'en reparle peut-être l'année prochaine pour voir si ça aura marché. Et on pourra voir ça où, du coup ? Alors, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, parce que le but du jeu, c'est vraiment de partager tous les apprentissages qu'on aura fait avec Empowerk. Surtout sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ça va partir de là et sur LinkedIn aussi. Trop chouette. Merci beaucoup. Mille merci à toi. Merci Romain d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.